On se retrouve donc pour un nouvel épisode de notre émission DACAB, ou bienvenue tout d'abord à ceux qui la découvrent pour la première fois. En quelques mots, nous revenons sur certains sujets qui concernent la société insulaire. Aujourd'hui, nous allons parler de festivals. Et oui, la Corse est bien connue pour ses plages magnifiques et bien sûr ses soirées au bord de l'eau sur fond électro. Mais ce n'est pas que ça, l'île de Beauté renferme une culture très riche, que ce soit en musique, en théâtre ou en cinéma. Et pour mettre en avant cette culture, certaines personnes n'hésitent pas à organiser des événements comme le Festival à Pigna. Regardez. J'ai joué à beaucoup d'endroits, mais c'est la première fois que je joue dans un cadre comme ça. Je remercie beaucoup aux organisateurs et aux gens d'ici. Et nous sommes vraiment très très heureux d'être là dans cette ambiance. Alors expliquez-nous ce que vous avez joué aujourd'hui devant ces différents épouvantails. Quel style de musique avez-vous joué? Qu'est-ce que ça représente? C'était la musique populaire de fête. Et comme on a vu les épouvantails, ça nous a donné envie de jouer pour eux aussi. Vivre, quoi. Très intéressant, très, très joli. Mais la musique, c'est la musique populaire de fête de la Turquie. Et donc pendant ces 3 jours, plusieurs groupes venus des 4 coins du monde vont se succéder, vont jouer ensemble. C'est important de se réunir en un point et d'échanger à travers la langue, à travers la musique, à travers la culture, d'échanger entre tous ces peuples, entre toutes ces cultures. De jouer ensemble avec les autres cultures, pour nous, c'est quelque chose de très très important. On échange, on donne, on récupère aussi les cultures des autres. C'est un moment très particulier pour nous de partager ce moment musical avec les autres groupes. C'est une exposition d'épouvantail et derrière moi il y a l'œuvre de Jean-Pierre Savelli, un dinosaure fait avec des lattes de vieux fûts de tonneaux qui conservaient de l'eau de vie, qui viennent d'Aro. Voilà. Et donc là, dans ce jardin, Emiliani, c'est l'endroit, c'est le nom du petit ruisseau qui court, qui part du couvent de Corbar et qui descend jusqu'à Algaïo, là. Et donc là, on a le projet de réaliser un futur jardin pédagogique. Et c'était l'occasion, voilà, d'inviter tous les musiciens, de démarrer ce festival, d'offrir un verre et quelques bonnes tartes aux herbes du jardin et à la tomate à tous les convives et tous les spectateurs qui suivent le festival pour ensuite aller à l'auditorium et démarrer le premier spectacle avec Ombralux. C'est une édition qui commence d'une façon très festive dans les jardins, puisque notre stratégie de développement, notre feuille de route, c'est culture, nature, artisanat. Donc nous commençons avec de la musique dans la nature et nous venons de marcher pour aller loin dans la musique, dans la culture, dans l'artisanat. Voilà, feuille de route de Pigne. Et aujourd'hui, Pigne est finalement un peu capitale de ces musiques du monde. Aujourd'hui, des groupes venus du monde entier se réunissent pour partager la musique, pour partager une langue, pour partager des moments. C'est ces vecteurs-là qui font Pigne et c'est ce que Pigne veut montrer. Je crois que la notoriété de Pigne elle vient du fait de cette ouverture sur l'extérieur, justement. L'Europe et voir l'international, le monde, vous venez de le dire. Et je crois que c'est important, ne pas être replié sur soi-même, avoir une vision, des perspectives sur le long terme, c'est important. En Corse, les festivals de musique ne manquent pas. Porto Latino, Fly Away, les Nuits de la Guitare ou plus récemment le Festival Mi à Ajaccio. Autant de diversité musicale, de quoi plaire à un large public.
Certains festivals comme les Rencontres de Calenzane ont même réussi à s'imposer comme une référence du genre dans le paysage musical insulaire, attirant des groupes de tout horizon comme les musiciens de Saint-Julien. Écoutez. Alors, les musiciens de Saint-Julien, c'est un ensemble de musique ancienne que j'ai fondé dans les années 2005-2006, donc il y a plus d'une dizaine d'années d'existence. On est un ensemble normand et donc on est spécialisé dans le répertoire du XVIIIe et du XVIIe siècle et on est en général entre 6 et 8 musiciens sur scène. Donc on joue des répertoires assez variés. On joue parfois des cantates, des sonates, de musique française, allemande. Et puis, parallèlement à ça, on s'intéresse beaucoup à des répertoires un peu moins connus et un peu moins joués des musiciens qui sont en général dans ce milieu des musiques anciennes. Et en particulier donc les musiques écossaises anciennes et irlandaises. Parce que moi-même, je suis spécialiste donc de la flûte baroque, de la flûte à bec, de la musette baroque, qui est une petite cornemuse qui a été jouée au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais aussi parallèlement à ça, je pratique des répertoires de musique traditionnelle, en particulier les cornemuses du centre de la France et la musique irlandaise. Ce soir, c'est un voyage musical que vous nous proposez à travers l'Irlande. À travers l'Irlande et puis à travers le temps aussi, parce qu'il s'agit de musique ancienne d'Irlande, principalement du répertoire du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui a lui-même été publié principalement au XVIIIe et au XIXe siècle. Bon nombre de ces œuvres nous sont parvenues grâce à des collecteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont allées écouter les musiciens à l'époque et qui ont noté les airs qu'ils jouaient. Et c'est très intéressant parce que c'est une musique qui est finalement restée très proche, en tout cas la musique irlandaise d'aujourd'hui est restée très proche de ce qu'elle était au XVIIe ou XVIIIe siècle. Alors, l'opus The High Road to Kilkenny a été pour vous une très longue recherche. Oui, c'est vrai. J'ai passé un temps à réunir tout un tas de sources écrites, donc, des partitions. Alors, il y a pas mal de recherches sur Internet, mais aussi, je suis allé en Irlande, je suis allé aux archives. Voilà. Et puis aussi une recherche pour retrouver les textes de certaines de ces œuvres, parce qu'en général, elles ne sont pas publiées ensemble. On trouve une mélodie, et puis le texte, il faut faire encore des recherches pour le retrouver. Donc c'est un travail très intéressant. Et puis après, il y a donc tout un travail de déchiffrage des sources pour sélectionner les pièces les plus intéressantes et puis faire un programme varié. Et puis après, un travail d'arrangement. C'est la première fois que vous venez en Corse ? Alors, en tant qu'ensemble de musique, oui, c'est la première fois. Mais moi-même, je suis déjà venu et pas très loin dans la région parce que voilà, je connais des gens qui habitent en Balagne. Enfin, donc c'est un plaisir d'être dans la région en tout cas. Que pensez-vous des rencontres de musique classique de Calenzane ? Alors là, je trouve qu'il y a vraiment une belle atmosphère, une belle ambiance. On est très bien accueillis. Tout le monde se retrouve pour manger, les techniciens. Enfin, c'est vraiment une belle. Et puis il y a beaucoup de bénévoles aussi qui donnent de leur temps pour que le festival existe. Donc oui, c'est vraiment une belle initiative. Mais la musique n'est pas le seul art qui a réussi à faire sa place dans la culture corse. Le cinéma, par exemple, est largement représenté au travers des événements comme Artemare ou le Festival de l'âme. Ce dernier propose chaque année de découvrir les dernières productions insulaires et même nationales, comme le dernier film d'Hubert Charuel. Voici le reportage. Alors ? Voilà, absolument rien. Ça peut pas être la maladie belge ? La FHD, là, ils en parlent partout à la télé, avec les hémorragies du dos, tout ça. Tu penses qu'elle a la FHD ? Très bien. Dans ce cas-là, faut appeler la DDPP tout de suite. Tu veux faire tuer toutes mes vaches, là, c'est ça ?
Ça va. Ce Petit paysan, c'est un film très personnel pour moi, puisque moi je suis moi-même fils d'éleveur laitier. Évidemment que je me suis posé la question de manière un peu cyclique de savoir si je devais reprendre la ferme de mes parents tout au long un peu de ma vie. Et je dis souvent que l'histoire de Pierre, le héros, c'est un peu l'histoire que moi j'aurais dû avoir si j'avais décidé de reprendre la ferme de mes parents. Il faut savoir qu'il a été tourné dans la ferme parentale. Est-ce que c'est symbolique cette décision Oui, bien sûr, ouais, le fait de tourner le film chez mes parents, dans la ferme de mes parents, c'était une manière pour moi de, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas c'était de dire au revoir, mais en tout cas c'était, sachant que je ne reprends pas cette ferme, c'était un petit peu l'idée pour moi, c'était un peu de la rendre immortelle aussi, quoi. Et voilà, maintenant elle est pas sur pellicule, mais en tout cas elle existe dans un film, donc pour moi elle mourra pas en tout cas cette ferme, voilà. Justement, parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir réalisateur Moi, je voulais être vétérinaire, en fait. Voilà, je voulais soigner les animaux. Et puis, j'avais vraiment de très mauvaises notes au lycée en matière scientifique. Du coup, voilà, moi, mes parents, un jour, m'ont dit peut-être falloir réfléchir à faire autre chose. Je leur ai dit du cinéma. Donc là, évidemment, ils ont dit bon, d'accord. Même si évidemment qu'il y avait pas mal de stress dans leurs yeux. Et voilà, et ils m'ont poussé, ils m'ont laissé faire ce que je voulais faire. Je me suis orienté vers le cinéma. Et puis voilà, et puis j'ai eu le concours de la FEMIS en production en 2007. Voilà, ça a été un accélérateur énorme pour moi. Voilà, j'ai appris à faire des films pendant 4 ans. Et puis en dernière année, j'ai eu l'opportunité de tourner un court-métrage coécrit avec Claude Lepape, qui est ma co-scénariste, avec qui j'ai coécrit tous mes courts-métrages, avec qui j'ai écrit ce long-métrage. Et c'est un peu elle aussi qui m'a poussé à me dire fais des films. Et voilà, on est parti comme ça, en tout cas. C'est un film qui parle de sujets que vous connaissez. Est-ce que par définition, est-ce que ça a été plus facile à réaliser au final ? Justement, cette scénariste avec qui j'avais travaillé au début, quand c'était encore juste un exercice, disait parlez de ce que vous connaissez. Et alors, ça englobe beaucoup de choses, mais voilà, moi je voulais parler de cet univers-là. Souvent, je dis, j'ai fait ce film plus par nécessité que par envie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc cathartique, et avec tout ce dont on a parlé juste avant, en fait, oui, il fallait que je parle de ça, en fait. Et puis après, voilà, on rentre dans le concret, et il y a, par exemple, en effet, je connais très bien les vaches. Moi, je travaille dans la ferme de mes parents, je l'ai fait, c'est un animal que je connais très bien, les vaches, et puis quand on est arrivé sur le plateau, c'était très complexe de tourner avec des animaux, voilà. Et voilà, mais j'ai eu des acteurs formidables. Là, il y a Swan Arlo, par exemple, qui, lui, est rentré complètement en osmose avec son troupeau de vaches et qui a beaucoup travaillé pour devenir un paysan, parce que lui, à la base, ne vient pas du tout de ce milieu-là. Et voilà, c'était compliqué, mais j'ai été très aidé, et par les acteurs et aussi par toute mon équipe technique qui en majeure partie, sont que des gens qui ont travaillé avec moi sur mes courts-métrages. Et après la semaine de la critique à Cannes, le Festival de l'âme, comment avez-vous eu connaissance de ce festival ? Eh bien, j'en avais beaucoup entendu parler par d'autres amis réalisateurs, notamment Thomas Caillet, qui était venu il y a quelques années avec Les Combattants, et qui m'a beaucoup parlé du festival. Et c'est vrai que là, juste avant le film, on prenait le chemin pour arriver ici, pour arriver à la piscine. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, en fait, des projections dans ces conditions. Il fait beau, on est en extérieur, et c'est des super belles projections, ce que moi je trouve hyper rare pour des conditions en extérieur, en fait. On a le bruit des grillons la nuit, il fait beau, c'est un peu magique, quoi. Et le public, était présent, a répondu, donc c'est assez galvanisant, tout ça. Et s'il y en a une autre ? Il n'y en aura pas d'autre. S'il y en a une autre ? Nous avons évoqué la musique, le cinéma, mais il ne faut pas oublier également le théâtre. Sur l'île, le tissu associatif propose aux insulaires une diversité théâtrale importante, comme c'est le cas de l'Aria dans le Giussani, qui depuis 20 ans promeut la discipline au travers des rencontres internationales de théâtre. Regardez. A lo lejos en el camino se divisa una silueta. Erais vos, conche tu madre, que veníais en bicicleta. A lo lejos en el camino se divisa una silueta. Erais vos, conche tu madre, que veníais en bicicleta. Nous avons l'Amérique du Sud, nous avons les États-Unis, en passant aussi par l'Australie, l'Afrique,
et l'Europe évidemment. Donc c'est vrai qu'elles sont réellement internationales et c'est un des objectifs de l'ARIA depuis que je suis un petit peu arrivé aussi, c'est de remonter, de rebooster l'international. En faisant part, moi c'est mon trajet artistique, il a été beaucoup par le biais du Théâtre du Soleil, de naviguer dans le monde entier, de faire des rencontres d'artistes du monde entier. J'essaie de les faire venir ici pour pouvoir proposer à la Corse et à la métropole française aussi de pouvoir venir se former avec des gens de tous les horizons. Mais aussi de proposer à des stagiaires du monde entier de venir aussi travailler chez nous, rencontrer notre culture, notre territoire et de pouvoir partager ce moment collectivement de théâtre. Le jour J est arrivé et donc dès ce soir, il y aura donc des représentations. Quel est le programme de ces 20e rencontres ? Oh là là. Le programme c'est un problème, c'est pas vraiment un problème, mais en fait c'est quand même, nous avons plus de 100 rendez-vous pour les spectateurs, plus de 50 représentations, c'est vaste. C'est un programme qui est aussi proposé aux spectateurs parce que les spectateurs sont invités aussi à travailler. Ils ne sont pas là juste en tant que consommateurs de théâtre, mais ils rentrent dans la formation. Donc on leur propose aussi des ateliers de formation à eux. Il y a différents auteurs, il y a Calderon, il y a les auteurs contemporains dont je vous ai parlé, il y a Corneille, nous avons aussi Gorky, donc c'est des textes qui sont présentés à partir de 18h, nous avons aussi des œuvres qui sont présentées à partir de 21h, donc nous avons 2 créneaux. Et puis il y a tous ces impromptus aussi, parce que cette année il y a beaucoup d'impromptus. Les stagiaires proposent comme ça par petites touches hasardeuses au public qui passe des moments poétiques, des moments de théâtre, à entendre des textes, à recevoir de la philosophie. Voilà. Nous n'utilisons que le bois mort, mais l'homme blanc retourne le sol, abat les arbres, détruit tout. L'arbre dit « Arrête, je suis blessé, ne me fais pas de mal. » Mais il l'abat et le débite. L'esprit de la terre le hait. Vous êtes le créateur de ces rencontres, de l'ARIA, un événement qui est sempre vivo. Sempre vivo à Bintani anche. Oui. Alors je ne suis pas tout à fait créateur. Enfin, je suis l'inventeur, et puis on ne crée rien seul, on le sait, donc je suis l'initiateur de quelque chose qui est né ici, dans le bon sens. Comment permettre au bâtiment Battaglini d'être restauré, comment il peut devenir le lieu d'hébergement de participants tout au long de l'année qui viendraient ici dans ce bassin qui était en train de se désertifier pour parler, évoquer la poésie, la rencontre théâtrale, se rencontrer avec le public parce qu'on sait que l'humanité, elle se crée, elle se réinvente et le théâtre c'est un lieu où on aiguise, où on réinvente l'humanité. Donc que cela parte d'un endroit en état de désertification, avec une population cependant restante très active, eh bien c'était le souhait, les objectifs. Et puis inventer, construire en effet, initier la construction d'un théâtre à Stadson, qui désormais, tout au long de l'année, reçoit des centaines d'enfants, près de 500 en 2016, des formations d'enseignants, d'amateurs, de professionnels venus du monde entier, désormais dans le Yonsani. Vous, enfant de la balle, vous auriez pu vous contenter d'être comédien, metteur en scène comme vous l'êtes. Au lieu de cela, vous êtes lancé dans cette utopie. Oui, c'est une utopie, c'est-à-dire, comme le dit le poète René Char, nous n'atteindrons pas la lanterne dans l'impossible, mais au fond, elle nous sert de guide. Et nous recherchons un horizon toujours repoussé qui nous permet de créer ensemble. Unir et rassembler, c'est mon souhait. Donc je le fais en tant que comédien, je le fais en tant que metteur en scène. Je suis par ailleurs directeur d'un centre dramatique, les Tréteaux de France. Mais ici, c'est ma vie bénévole. Je veux rendre à la population, rendre Giunsani, ce qu'il m'a apporté et qui fait que je suis devenu ce que je suis. Donc c'est un contre-don d'un don que j'ai reçu très important. Donc je ne fais que poursuivre en fait mon désir d'unir et de rassembler. Et par chance, par bonheur, les élus l'ont compris, la population l'a compris, en grande partie. Il reste encore des gens à convaincre et c'est tout à fait sain. Mais le projet a 20 ans, c'est pas un projet, c'est une réalité, c'est presque une tradition. 20 ans plus tard, on va dire que l'ARIA a contribué à créer une scène de théâtre corse, voire une émulation. Alors je pense que nous avons soutenu la créativité corse, puisque beaucoup de jeunes stagiaires, c'est comme ça que nous les appelons chez nous, depuis ont créé des compagnies, ont inventé des histoires qui sont les leurs, et ils sont des relayeurs en effet de cette aventure. Et nous avons
continuer à tisser avec les élus, encore une fois, avec la collectivité territoriale de Corse, avec les politiques culturelles qui sont installées, avec plus ou moins de capacité également, selon, mais des jeunes gens qui en effet sont porteurs désormais d'une dimension artistique et culturelle qu'ils portent en eux et qu'ils souhaitent transmettre à d'autres. Donc bien sûr, le projet est rempli de jeunes gens qui ont eu cette capacité à eux-mêmes être acteurs de leur propre destin. Ces rencontres artistiques sont organisées d'une part pour mettre en avant une culture très riche, mais également avec pour objectif de s'ouvrir sur de nouveaux horizons. Les rencontres polyphoniques de Calvi, par exemple, réunissent pendant plusieurs jours des artistes des quatre coins de la planète. Voici le reportage. Les genres musicaux, écoutez, j'aurais tendance à vous dire qu'à part la musique classique de jeudi soir, qui est un genre en soi, je dirais. Après, pour le reste, ce sont des expressions venues surtout de pays différents. Elles n'ont pas, elles ont le genre de la tradition, je dirais, de chaque pays, un peu comme ce qu'on a entendu ce soir avec Tariq Abdallah et Adel Shamseldine. Le genre, c'est ce qu'ils ont choisi, c'est le genre révolutionnaire égyptien du XXe siècle, en plus. Après, pour les autres, Soutari, c'est du chant polonais ou lituanien. C'est plus des traditions, je dirais, qu'un genre musical spécifique. Vous venez de nous le dire, jeudi soir à partir de 21h30, on découvrira les chœurs et solistes de Lyon. Quelques mots sur ces artistes ? Alors, les chœurs et solistes de Lyon, c'est un groupe de chanteurs de musique classique essentiellement. Donc là, ils vont nous présenter la petite messe de Rossini. Et ils ont surtout comme chef de chœur Bernard Tétu, qui est un chef de chœur connu, allez, je vais dire presque mondialement. C'est un grand chef de chœur qui a mené de grandes formations et qui a travaillé sur plusieurs thèmes, aussi bien l'opéra bien évidemment, mais également par exemple le cinéma ou le théâtre. On a fait appel à lui aussi pour diriger des chœurs. Et une nouveauté cette année, le rendez-vous musical à 11h. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce nouveau rendez-vous ? Écoutez, je pense que quand on se retrouve comme depuis l'an dernier, confiné dans l'espace de la cathédrale, même si nous en sommes très heureux et que nous remercions la paroisse de nous accorder ce privilège, on cherche également de nouvelles formules, je dirais, pour élargir le choix des spectateurs. Et donc cette année, sur des rendez-vous un petit peu particuliers, un petit peu originaux, nous avons pensé à ce rendez-vous de 11h, qui est un rendez-vous plus intimiste et puis un rendez-vous plus convivial, puisqu'il est entre café et apéro, et il est réellement entre café et apéro. Donc on peut dire une 29e édition, toujours sous le signe de la tolérance et de l'ouverture musicale vers le monde. C'est un peu ce qui est notre discours de fond, je dirais, depuis le début. Nous sommes convaincus, et nous le disons autant de fois que nous le pouvons, que l'identité n'a d'intérêt que dans sa diversité. Donc l'intérêt, effectivement, c'est de voir ce qui se fait ailleurs et de se pencher un peu au-delà des frontières de notre petite île. Et voilà, Daka Abou, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission avec une nouvelle thématique. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt.